rentre dans l'arène. On rentre dans l'arène des catégories. On va commencer par parler la catégorie reine, la catégorie des poids lourds. Des poids lourds. Avec, on a commencé par du lourd en début d'année. Le fameux Fury Wilder. La revanche. La revanche. La revanche. Bon, voilà, donc, et les deux avaient des choses à prouver. Fury, que la majorité des gens ont pu gagnant du premier combat. Donc, lui, il voulait confirmer. Et Wilder qui voulait terminer le travail. Le travail qu'il n'avait pas pu terminer au 12e round de leur premier combat. Et là, voilà, donc... quand même, grosse surprise de Tyson Fury qui, quand même, moi, je trouve, un peu choqué le monde. Hein. Même si il était déjà au top niveau, mais la façon dont il a gagné, c'était extraordinaire. On peut le dire. Ouais. Non, et puis ça a fait du bien à la boxe poids lourd qui était revenue un peu dans un côté un peu business où ils avaient fait des défenses, chacun de leur côté. Ils ont fait traîner avant de faire ce match retour. Hein. Ils ont pris des adversaires pas très intéressants, surtout du côté de Tyson Fury. On pense à Otto Wallin, où voilà, on a dit ouais, Otto Wallin a fait un grand combat, mais bon, c'était redevenu un peu monotone. Et puis on attendait ce match retour et qui a tenu ses promesses. Voilà, Tyson Fury a été exceptionnel. Grosse performance. Grosse performance. En fait, c'est la manière. Parce qu'on pouvait s'attendre à ce qu'un Fury qui avait dominé, en tout cas au niveau technique, le premier combat, on pouvait s'attendre à une victoire. Mais c'est la manière dont il a fait. Ça veut dire que il avait été sur ses jambes là, au premier combat. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il a carrément foncé entre guillemets, il lui a marché dessus. Il lui a marché dessus. Ça a été incroyable. Ce que je trouve qui est quand même notable, c'est qu'il l'avait annoncé. Ouais. Bon. Ça, c'est quand même la marque des plus grands. On pense tous à qui on pense. À Ryan Garcia. Ah, c'est à lui, ça. Attends, on va venir à lui. Hein. On va venir à lui. Non, je pensais plutôt à Mohamed Ali. Oui, aussi, c'est vrai. Il y a ce petit boxeur aussi, c'est vrai. Et donc voilà. Et, il y a eu ce changement d'entraîneur quand même. Et il y a toute une histoire. De mindset aussi. De ne plus vouloir gagner au point, mais de vouloir ne plus s'en remettre à la décision des juges. Puisque le premier combat, il avait été quand même, on peut le dire, un petit peu volé, entre guillemets. Il avait gagné la plupart des rounds et il avait été déclaré match nul. Ouais, tout à fait. Comme tu le dis bien, il y a toute une histoire autour de... Alors, on a perdu la connexion. Oh, désolé, je reçois des appels. C'est bon, on t'a retrouvé. Ouais. Ah, oui. Je disais, changement d'entraîneur, changement de tactique de combat, où on savait qu'il allait sûrement chercher le chaos. Enfin, bon, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, Tyson Fury, comme il est un peu fou, on ne sait jamais trop sur quel pied danser avec lui. Mais ce que je trouve bien, c'est qu'on a trouvé un Tyson Fury qui a su s'améliorer et qui construire sa légende. C'est-à-dire que quand il avait battu Klitschko, il avait fait un peu à la manière dont il a battu, pour moi, Wilder au premier combat. C'est-à-dire qu'il gère le combat, voilà, il empêche son adversaire de boxer et il fait ce qu'il sait faire de mieux, tu vois, en pourrissant la boxe de son adversaire. Mais là, il fait un grand combat. Et c'est ce qu'on aime. En fait, c'est ce qu'on attend d'un champion poids lourd. On attend un champion poids lourd qui fasse un grand combat, qui nous rappelle Ali, Tyson, tu vois, des mecs qui vont chercher la gagne comme ça. Et moi, je trouve qu'il a tout réuni dans ce combat-là. C'est-à-dire un boxeur intelligent, tactique, qui sait nous faire le spectacle et en même temps qui nous donne un grand combat de boxe. Non, ouais, ça a été magnifique. Et malheureusement, il y a eu cette coupure à cause du Covid. Donc, on n'a pas eu de combat poids lourd jusqu'à le Povetkin contre, en tout cas, le grand combat poids lourd. On sait que Carlos Takam, il a gagné un combat retour, je crois que c'était c'est vrai. Il y a août. Carlos Takam qui fait un beau combat de reprise.
qui a fait un bon combat. Mais les gros, entre guillemets, ils sont arrivés, ça arrivé en septembre avec le fameux Dylan White contre Alexander Povetkin. Elenius contre Kokniaki, c'était cette année, non? Qui? Elenius contre Kokniaki, là. Le Polonais. Contre le Polonais. Ça, hein. C'était cette année, tu sais, c'était le week-end d'avant le 15 mars, exactement. Le week-end d'avant, c'était vraiment le dernier. Juste avant. Voilà. Et c'était une grosse surprise. Oui. Ah oui. Parce que le Polonais, je vais oublier le nom, qui est en fait, il est d'origine polonaise, mais c'est un Américain. Il est allé très, très. Il a été à son enfance et il a grandi aux États-Unis, en fait. Il a un gros club là-bas. Voilà, tout à fait. Et c'était un espoir. C'était un espoir. Et lui, c'est vrai qu'il a. On n'a pas compris. Elenius, qui était lui aussi, à l'époque, un espoir. Lui aussi, à l'époque, c'était un espoir. Donc, lui était plutôt sur la pente descendance. C'était plutôt là, il avait plutôt le rôle de faire valoir. Et là, il a créé une vraie surprise. Oui, je crois. Et je crois que c'était au quatrième round qui l'a contré magnifiquement. Voilà. Donc, ça a été le dernier combat avant la crise. Là, puis quand même, au combat poids lourd, un des beaux combats qu'il y a eu cette année, moi je trouve qu'il était vraiment très beau à regarder, c'est Joe Joyce contre Daniel Dubois. Ah oui. C'était le combat que j'attendais le plus, moi. Ouais. C'est une belle opposition. C'était une belle opposition. Ça a été. C'était venu après le combat de Dylan White contre Povetkin, qui a été une grosse surprise encore. Hein. En fait, quand il pense dans les lourds, il y a eu pas mal de surprises cette année. Hein. Oui, après, est-ce qu'on peut dire que c'est une surprise de voir Povetkin mettre un KO comme ça? Pas vraiment. On connaît les qualités de Povetkin. Après, c'est une surprise quand même parce que Dylan White semblait hyper bien préparé, bien entouré. Voilà, il voulait vraiment relancer sa carrière, je pense, pour l'emmener à un championnat du monde. Il fait un beau combat quand même et peut-être un petit excès de confiance aussi. Il envoie plusieurs fois Povetkin au tapis. Sachant qu'il avait dominé, le début de combat. Oui, pour moi, il gagnera le combat revanche sans problème. Hein. Ouais, pourquoi pas. Je pense que Dylan White gagnera le combat revanche sans problème. Enfin, si mentalement il se remet bien, parce qu'on ne sait jamais trop comment on se remet d'un KO quand même, mais je ne vois pas Povetkin refaire la même performance. Tu vois. Ouais, déjà, franchement, ce qu'il a fait, c'est déjà pas mal. Je crois qu'on va en reparler un petit peu plus tard dans les Oscars. Mais bon, bref. Après, il y a eu les débuts de. Quoi, pas les débuts? Le deuxième match de Alexander Usyk contre Derek Chisora. C'était un gros test. Hein. C'était un très gros test. Un très gros test. Il aurait dû prendre Carlos Takam pour son premier test chez les poids lourds. Et puis finalement, il s'est dirigé vers Usyk. C'est dommage, je ne sais pas pourquoi, ils ont changé. Mais bon, tant mieux. Bon, pour moi, décevant ce match-là. Ce combat-là, décevant. Décevant, ouais, certes. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation. Alors oui et non. Parce que je trouve que quand même, c'était le premier gros test poids lourd pour Usyk. Ouais. Parce que je ne faut pas n'importe qui non plus. Même s'il est plutôt sur la fin que sur le début. C'est quand même un vrai poids lourd. Et en termes de poids, ne serait-ce qu'en termes de poids et d'expérience. Et Usyk, il a quand même réussi à gérer le combat. Même si ce n'était pas fulgurant, qu'il n'a pas eu des actions vraiment décisives et très efficaces, il a quand même tourné autour et gagné le combat au point, nettement. Et ça reste quand même une belle performance pour un mec qui n'est pas un vrai poids lourd. Parce que rappelons-le, Usyk vient pas des poids lourds. C'est un mec qui est monté de catégorie parce qu'il a fait le ménage dans sa catégorie en lourd léger. Et donc voilà, c'est quand même décevant. Je comprends ce que tu dis, mais
pas complètement non plus, tu vois. Alors, je te comprends, mais en fait, moi, je vois deux manières de percevoir ce genre de profil de combat. Tu as l'espoir qui est en train de grimper et qui va prendre Chisora. Donc, donc il prend un gros nom, mais dans l'espoir de s'améliorer et de grimper. Et donc, si un espoir avait fait cette performance-là contre Chisora, j'aurais dit, bon, c'est pas mal. Il va encore s'améliorer, c'est pas mal. Il prend Chisora, c'est un premier gros test. Usyk, on n'a pas les mêmes attentes. C'est un mec qui a fait le ménage dans la catégorie inférieure et t'attends qu'il débarque comme un Holyfield quand il a débarqué chez les lourds. Holyfield, il débarque chez les lourds, il devient champion du monde direct. Tu vois, t'attends quelque chose d'un autre calibre. Parce que je pense pas qu'Usyk pourra beaucoup évoluer que ce qu'il a proposé là, voire pas du tout. Et c'est pas rassurant. Tu vois, aujourd'hui tu le mets contre un des champions du monde, c'est pas rassurant, tu vois. C'est compliqué. Moi, je dirais que c'est pas rassurant au point de vue puissance. C'est parce que c'est ça qui pêche. C'est ça qui pêche. C'est la puissance. Je pense qu'on sous-estime aussi sa capacité à résister aux coups. Je pense qu'il peut prendre des coups. Est-ce qu'il peut prendre ceux de Wilder ou de Joshua et même de Fury? Ça, c'est une autre chose. Mais je pense quand même, on est chez les lourds, hein, on est chez les lourds, les gars. Hein. Ah, certes. À part Joe Joyce, il n'y a personne qui peut vraiment tester son menton et se dire allez, j'y vais. Voilà. Parlons-en de Joe Joyce. Voilà, lui c'est un autre niveau, lui. Contre Daniel Dubois, qui a été le combat suivant. Magnifique. Magnifique au point de vue de la dramaturgie, entre guillemets. Ça veut dire qu'on avait un Daniel Dubois qui est l'espoir, qui a de la foudre dans les points. C'est ce qui est incroyable. Et on a vu un Joe Joyce qui est resté très, très académique pendant son combat. Très académique. Jab, des fois le bras arrière, tandis qu'on avait un Dubois qui était un peu plus explosif et tout ça. Et justement, ce jab qui a fait très très mal, qui a fait très mal, qui a fermé l'œil dès la quatrième. Hein. C'est dès la quatrième, il avait déjà l'œil fermé, le Dubois. Mais je pense que sur ce combat-là, si l'œil de Dubois ne s'était pas fermé, bon après avec Dessy, on met pareil en bouteille, mais si l'œil de Dubois ne s'était pas fermé, on aurait assisté à un autre déroulement. Parce qu'on a pu voir quand même à plusieurs reprises Dubois accélérer et mettre en difficulté Joy. Je pense que Dubois est très jeune et qu'il a une marge de progression vraiment énorme. Voilà. En plus, Joyce, il est plutôt sur la fin que sur le début. C'est un mec qui a un gros passif en boxe olympique. On a pu voir d'ailleurs l'efficacité de sa boxe olympique. C'est propre, c'est beau, il n'y a rien à dire. Mais Dubois, il a le facteur X, comme on dit. Non, Dubois, c'est un boxeur très, très impressionnant. Après, je ne sais pas vous, mais moi, je n'étais pas trop inquiet pour Joe Joyce avant ce combat-là. C'était un combat, en fait, c'était un combat qui était un peu 50-50. Il y avait, moi, personnellement, je voyais plutôt Dubois un peu favori parce que c'est le jeune, tout ça. Mais je ne mettais pas de côté Joe Joyce. Mais quand même, ça a été assez impressionnant, surtout par l'issue du combat. Il y en a qui ont un petit peu décrié Dubois, mais bon, il fallait qu'il pense à son œil. Hein. Je pense que ça fait je pense qu'ils ont bien fait de l'arrêter parce que c'était pas possible. Il faut penser à la santé des boxeurs. Il y a la suite de sa carrière qui est encore au tout début. Quoi. Puis, je ne sais pas si vous vous souvenez un peu du combat, mais plus ça avance, plus le bras arrière de Joe Joyce commençait à rentrer. Et je pense que Dubois, il est pas bête non plus. Il s'est dit, soit j'arrête, je pose un genou à terre, soit je finis les bras en croix avec un gros KO. Quoi. Parce qu'il ne voyait plus arriver le bras arrière à cause de son œil. C'est ça. Exactement. Oh, ouais, voilà. Joe Joyce qui a gagné, mais on en a oublié dans tout ça, là. Notre Tony Yoka national. Ah oui. Parce que Joe Joyce, qui avait été en finale contre des Jeux Olympiques 2016. Voilà, contre Joe Joyce. Donc, comme les deux ont réussi à gagner, on présume peut-être un combat entre les deux. Mais bon, apparemment, Joe Joyce, il n'est pas
il est pas comment ça s'appelle. Il n'est pas super chaud, mais en fait, c'est pas qu'il est pas super chaud. C'est pas qu'il a peur de lui, c'est que lui, Non, il vise un titre mondial. Et vu son âge, 35 ans, ça peut se comprendre en tout cas. Oui, oui, ça se comprend. Ça peut se comprendre. Mais j'aimerais que tu nous parles justement de l'année de Tony Yoka. Après, il y a la fierté des boxeurs. Peut-être que Joyce, il a en travers de la gorge sa défaite en finale des Jeux Olympiques. Et peut-être que ça mériterait une petite revanche sur le ring. Quoi. Ouais, je pense que ça se fera. Ouais, mais ils le feront, ils le feront. C'est un grand classique, les retrouvailles chez les professionnels quand il y a eu un combat comme ça serré chez les amateurs. C'est un grand classique dans la boxe poids lourd. Oui, Par contre, juste pour revenir sur le choix de Joe Joyce de peut-être pas vouloir, moi je pense qu'il y a un facteur qu'il faut prendre en compte, c'est que Joe Joyce a marqué l'un des grands coups de l'année 2020. Il est en position de force pour les négociations. Donc là, il va avoir plusieurs propositions qui vont se faire à lui et il est en train d'attendre la meilleure. Donc peut-être que ça sera Yoka au final. Mais aujourd'hui, c'est normal qu'il ne réponde pas parce qu'il attend. Il se dit, attends, j'ai récupéré des titres, j'ai battu l'espoir. Vous voyez, il attend et il est dans sa forteresse et il dit, ah, j'attaque quand j'aurai envie. Venez me chercher maintenant. C'est un peu l'idée, tu vois, c'est stratégique aussi. Ouais, c'est le game. Voilà, c'est ça. C'est une très belle opportunité pour Tony Yoka. Ouais. Tony Yoka qui a eu deux victoires, une éclatante en septembre contre un duel qu'on attendait franco-français contre Duopa. Malheureusement, la montagne a accouché d'une souris. Bon, tant mieux pour Yoka, mais c'est vrai qu'on s'attendait à un match un peu plus disputé. Pourquoi malheureusement Non, parce que nous, on aime le spectacle, malgré tout. C'est du spectacle. Quand Tyson, il mettait des KO au premier round, on était contents. Heureusement pour Tony Yoka, oui, malheureusement pour Yohan Diopa. Après, dans le sens de la boxe, j'ai envie de dire heureusement. Pour le spectacle, c'est vrai que. Parce que sur la montée. Voilà, on s'attendait au moins à un peu plus de rounds. On peut tirer notre chapeau à Yohan Diopa, qui est un excellent boxeur et qui a eu une carrière incroyable. Voilà, c'est un mec qui n'a plus rien à prouver aujourd'hui. Voilà, il y a beaucoup de respect à avoir pour ce boxeur-là. Voilà, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui a l'air humble et voilà. Oui. Et c'est un gars simple, c'est un vrai dur au mal qui a fait sa carrière dans l'ombre à une période où la boxe en France était complètement sous-estimée, personne ne la regardait. Il a fait son championnat du monde sans personne derrière lui. Je pense qu'on n'était pas beaucoup à regarder ce combat-là en direct quand il affronte Wilder. À l'époque où Wilder, il mettait que des KO. Voilà quoi. Ouais, c'est ça. Du côté de Duopa, c'est un peu triste. C'est vrai que moi, j'avais dit que c'était l'occasion pour lui de remettre un petit peu de lumière sur son nom. On espérait qu'il fasse son grand combat, que la France enfin le reconnaisse en disant bah voilà, il a fait un beau combat contre Tony Yoka. Donc du côté de Duopa, c'est dur. Du côté de Yoka, du côté de l'émotion, pour moi, c'était la plus grande émotion que je pouvais avoir parce que j'étais au pied du ring. De voir ce KO-là au premier round, bah, j'ai sauté sur place. Bon. Parce que toi, tu étais là-bas. Ouais, j'étais là-bas. Et moi, en termes d'émotion, j'aurais pas imaginé un meilleur scénario. Je me rappelle parce qu'au pied du ring, je parlais avec Eli Conki. Eli Conki, il était en mode non, ça aurait dû durer plus longtemps et tout. Et moi, je lui réponds, je lui dis mais arrête, c'est le meilleur scénar, on est comme des fous, c'est génial, il vient de mettre un KO au premier round. Tu vois, moi, je suis trop content. Enfin, tu vois, pas content dans le sens. Tu vois, en termes d'émotion, c'est le scénario le plus exceptionnel. Et ça aurait été pareil si Duopa avait mis KO au premier round, tu vois. C'était le scénar le plus explosif, tu vois. Ouais, je comprends. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est un point de vue. Moi, j'aurais été comme Eli Conki, j'aurais préféré avoir un petit peu plus de boxe. Vous êtes bien des Français, hein? Ah, c'est ça, c'est bien les Français, ça. Je suis jamais content. Ah, c'est français, alors, il en a marre. Non, mais moi, je suis d'accord avec le côté où, tu sais, ça me rappelle l'époque où on se levait pour voir les matchs de Tyson et puis ça se finissait en 20 secondes. Et voilà, on était quand même contents. C'est vrai qu'on les a quittés. Ouais, et puis tu sais, c'était le truc de prendre à contre-pied tout ce que les spécialistes avaient dit. Tous les spécialistes, et puis même sur le papier. Duopa, il n'était pas tombé contre Miller un an avant, alors que Miller, il en envoie dans la tête dans tous les sens, tu vois, à toutes les sauces. Et il n'était pas tombé, donc on était tous en train de dire bon, bah voilà, il va l'emmener dans les rounds, on va voir un peu ce que ça donne Yoka. Ciao, au premier round. Tiens, on était tous oh! C'est vrai. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est ce que Yoka a besoin de ça. Yoka, je pense qu'il a besoin de ça. Donc, il a démontré aussi
grâce à ça, je pense, son augmentation de puissance et d'efficacité sur ses Ça coups. peut être trompeur aussi, attention. Non, Attention. je pense vraiment qu'il a pris Non, je pense qu'il a plus appris, tu vois, avec le combat contre Christian Hammer, justement, qu'il a fait en octobre. Je pense qu'il a plus appris là que celui contre Duhaupas. Parce que là, il a dû gérer quelqu'un qui a rencontré pas mal de grands déjà. Hammer, il avait rencontré Fury, King, il leur avait posé un petit peu de problème. Et là, on a vu un Yoka qui a bien su gérer malgré tout ce qui est comment ça s'appelle, le jeu un peu de vis d'un Christian Hammer et tout ça. Donc il a bien su gérer. Ouais. Je pense qu'il a. Moi, je suis un peu plus déçu, enfin déçu, c'est pas du tout approprié comme mot, mais je suis un peu plus frustré par le deuxième combat, donc le combat contre Hammer, parce que je trouve que tactiquement, c'était pas la bonne solution. En fait, pour moi, c'est comme s'il avait fait un gros sparring très dur contre Hammer, contre un mec de métier. Donc physiquement, c'est bien parce qu'on a vu qu'il tenait les rounds et qu'il était toujours bien jusqu'au bout. Mais Hammer, il a du métier, il pourrit le combat, tu vois, il fait que des saletés, il râle et tout. Alors c'est bien parce que Yoka, sans froid, il s'est pas laissé embarquer dans le truc, voilà, sans froid, il est resté dans son combat. Mais j'aurais préféré qu'il boxe, tu vois, qu'il boxe, qu'il se déplace, qu'il s'amuse, qu'il le jab et qu'il attende de trouver la bonne ouverture pour placer le coup dur qui le ferait tomber, mais pas qu'il s'embarque comme ça, qui fait comme s'enfoncer dans le bourbier, tu vois. Y aller, y aller, y aller. Et je trouve que c'est pas comme ça qu'on apprend, tu vois. On va préférer qu'il fasse quoi? Et ben justement, qu'il boxe bien sur les jambes, une boxe beaucoup plus aérienne, sans chercher le chaos. Je suis sûr qu'il l'aurait trouvé beaucoup plus facilement, qu'il aurait trouvé les espaces, tu vois, à distance, l'allumer avec le jab, toujours en mouvement. Il l'aurait mis dans le vent, le Hammer. Le Hammer, il aurait pas survécu à une boxe comme ça. Mais là, tu vois, à y aller, le coller, rentrer dedans, se laisser embarquer dans tout le vice de Hammer. Parce que le Hammer, ça lui allait, un Yoka qui vient sur lui. Il lui a fait rentrer tous les vices, tout ce qu'il aime. Avec la tête, avec les bras, tout ce qu'il faut, tu vois. Il l'a poussé pour qu'il aille au sol, tous les trucs, tu vois, qu'il l'arrangeait. Alors qu'en boxe, il aurait pu lui donner une leçon. Il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que Hammer, c'est un encaisseur hors pair et c'est un rouleau compresseur. Et c'est très dur d'avoir une boxe aérienne sur 10 rounds face à un mec comme ça. Il faut le noter, ça aussi. Hein. C'est-à-dire que un volume aussi important, 10 rounds. Regarde, je vais te donner deux. Parce que tu vois, Yoka, il a étudié les combats de Hammer avant d'aller sur le ring contre lui. Et tu regardes deux profils de combat. Le Povetkin, qui est lui aussi un rouleau compresseur et qui boxe en avançant, et qui, alors bien sûr, il domine Hammer. Mais c'est plus laborieux. Alors que tu prends Tyson Fury, qui s'amuse. Il s'amuse avec lui. Et il le domine de la tête et des épaules. En se déplaçant, en jouant de son physique. Parce que Yoka, il faut qu'il joue de son physique aussi. Il a un physique avantageux par rapport aux autres. Regarde Tyson Fury, comme il arrive à être imboxable. Parce qu'il a un physique. Il faut qu'il joue de son physique. Et pas seulement en venant. Si tu viens, tu t'abaisses et tu viens tête contre tête contre un boxeur qui est plus petit que toi et qui a des bras courts, tu rentres dans sa boxe. Tu vas à son avantage. Exactement. C'est ce que. Tu vois, Tyson Fury, regarde le combat, il s'amuse. Ouais, c'est ce que c'est pas beau. C'est pas beau hein, à voir. Mais tu domines de la tête et des épaules ton adversaire. Après, la boxe de Tyson Fury, tout le monde n'est pas en mesure de la faire. Il faut être conscient de ça aussi. Quand on poids lourd. Je suis d'accord avec toi. C'est un très très bon argument. Et on ne devrait pas dire, quand on étudie les boxeurs, dire ouais, il faut faire comme lui ou comme lui. Mais on sait le potentiel de Tony Yoka. On sait les qualités qu'il a, on sait tout ce qu'il peut faire en boxe. Et quand il est face à Hammer, il peut proposer un peu mieux qu'aller à la bagarre avec lui. Après, peut-être qu'il avait aussi besoin de se prouver des choses. Tu sais, Yoka, il encaisse beaucoup de coups hors du ring. Et quand il monte sur le ring, peut-être qu'il a aussi envie de montrer, regardez, je sais aller à la bagarre, je sais montrer. Et si c'est ça, d'ailleurs, je le faisais un peu dans mon débrief à chaud, ça c'est bien parce qu'il a montré qu'il pouvait aller au dur, qu'il pouvait prendre des coups. Et ça c'est bien parce que peut-être que dans sa tête, il avait besoin de ça. Et ça, c'est cool. C'est ça. Non, mais tu as raison là-dessus, c'est sûr. Ouais. Il va évoluer, je pense. De toute façon, il va réussir à déployer sa boxe pleinement sur les prochains combats. Là, il est encore à tâtons, il avance, il apprend son métier de boxeur professionnel. Donc voilà, et je pense que très bientôt, il va pouvoir commencer à tâter des grands noms. On va finir par un grand nom, comme tu dis, Joshua. Qui ça? Joshua.
Je prononce mal. Tant que je repasse mon fighting. Je connais pas, je connais pas. C'est Anthony Joshua contre Kouprakula. Je ne sais pas ce que tu as pensé du combat. Moi, j'ai trouvé un bon Joshua. Un bon Joshua qui avait aussi affaire à un adversaire un peu pas la Hammer, un peu plus technique que Hammer, mais même plus coriace que Hammer, mais qui utilise un petit peu du vice et tout ça. Voilà, et ils sont assez bien, très très bien sortis, avec un KO mémorable. On sent que Joshua et toi, c'est pas un grand amour. Non, Est-ce que je me trompe? En fait, c'est pas ça. C'est que là, on a tous en tête Joshua Fury. On l'a tous en tête. Ouais. Et quand je vois Joshua qui fait sa performance contre Pulev, voilà, je serais à la place de Fury, je me dis bon, ça va. Tu vois, parce que Joshua, il est très bon. Et je vois ce que tu veux dire en comparatif entre Pulev et Hammer. Pulev, c'est quand même un autre niveau. Pulev, ça serait un adversaire très intéressant pour Yoka. Très, très intéressant. Déjà, je le souhaitais pour 2020, mais bon, on a eu une année 2020 compliquée. Mais en 2019, c'est un combat que je souhaitais. Mais j'ai senti que quand même, on a un Joshua qui n'est pas hyper rassuré. Et quand il prend un peu des coups, ça reste encore un petit peu fébrile. Et donc, on le sent dans sa tactique de combat. Parce que je suis désolé, mais moi, Joshua, je m'attendais à ce qu'il plie Pulev en 3-4 rounds. J'avais vraiment ça en tête. Joshua, sur tous les tableaux, il est au-dessus de Pulev. Sur tous les tableaux. Je ne sais pas si tu te rappelles son combat contre Klitschko, mais il lui avait posé des problèmes. Même Klitschko, qui n'est pas très démonstratif, tu voyais quand il l'avait mis KO, parce que c'est quelqu'un qui est assez bizarre, qui a du métier. Personnellement, j'ai trouvé que Joshua avait assez bien géré la chose. Mais c'est pas juste ce que tu dis. C'est-à-dire que Tyson Fury, je pense qu'en regardant ça, il se dit ça va. Ouais. Oui, mais Tyson Fury, pour moi, il est au-dessus du lot, clairement. Oui. Quoique, Joshua, il aura des choses à lui proposer. Joshua, il aura des choses à lui proposer, attention. Faut pas qu'il le prenne à la légère. Personne à prendre à la légère. Mais Tyson Fury, il est vraiment au-dessus du lot. Donc là, on parle c'est très dur à boxer, Tyson. Quelque chose en plus, quoi. Il a quelque chose en plus. Là, on parle d'une double confrontation en 2021. Est-ce que toi, tu y crois? Fury, Joshua, bien sûr. Ouais, mais qui en parle? Moi, j'ai du mal parce que pour l'instant, c'est beaucoup de presse anglaise. Et les Anglais, bon, bah, ils te disent tout et n'importe quoi. Pierre, ça va, qui en parle, tu le connais bien. Oui, mais parce que Eddie Hearn, il est malin, il sait utiliser les réseaux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai rien de concret. J'attends de voir du concret parce que tu sais, c'est un combat avec beaucoup d'argent en jeu. Est-ce que toutes les fédérations sont OK pour que toutes les ceintures soient mises en jeu? Alors, ça n'a jamais été fait dans l'histoire. Il y a eu des unifications avant, mais depuis qu'on a 4 ceintures, ça n'a jamais été fait. En plus, là, il y aura même les 5. Je crois qu'il y a l'IBO aussi. Ouais, exactement. Il y en aura 5. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire. Est-ce qu'ils ne vont pas attendre de faire un petit arrangement du genre on va destituer Joshua de 1 ou 2 ceintures qu'on va remettre en jeu avant de faire ce combat-là? Moi, tu sais, on a tellement vu depuis ces 10 dernières années une boxe business, surtout chez les poids lourds, que j'ai encore un peu du mal à y croire. Tu vois, c'est un peu le Père Noël. Tu as du mal à me faire avaler qu'il existe. Tu vois. Ils ont 2 problèmes. En fait, ils ont le problème Wilder avec Fury, et il y a le problème Usyk et Joshua, qui sont, je crois, les deux soi-disant mandatory, les deux challengers. Donc, à mon avis, qu'est-ce qui va se passer? Ça va envoyer des billets, tout simplement, pour que les deux autres restent de leur côté, pour que les deux fassent leur combat. Et c'est le moment de le faire. 2021, c'est le moment de le faire. Nous, on a envie d'aller à Wembley. C'est vrai, bien sûr. Et voilà, j'espère que ça va se faire cette année-là. Non, et puis surtout, l'argument qui pousse pour que ça se fasse, c'est qu'ils ont déjà eu le problème de voir Joshua perdre ses ceintures, et ça les a fait grave flipper. Là, ils ont vu Wilder qui est tombé, donc bon, c'est pour avoir Fury champion, donc c'est pas plus mal, comme ça ils ont 2 Anglais.
avec Joshua et Fury, ça fait un combat deux Anglais. Mais la box business se dit, ouais, attention, tout peut basculer à un moment, donc il faut faire ce combat-là pendant qu'ils sont au top, tu vois. Donc ça, c'est l'argument qui fait que ça peut pousser à avoir le combat. Ouais, c'est ça. Donc, on en a fini pour la catégorie des poids lourds, qui aura été assez long. Et on va se retrouver pour la catégorie. On va égrener toutes les catégories. Là. On va descendre, en fait. Hein. D'accord. On se retrouve. Alors, on se retrouve pour la catégorie en dessous des lourds. Donc, les lourds légers, qui n'a pas été très prolifique cette année. Il y a eu quand même la finale du trophée de Mohamed Ali. Ah, oui. Avec Marius Bredis, ouais. Le Lituanien, contre Dorticos. Ah oui. Dorticos, Yoann Dorticos. Et bon, bah, ça s'est soldé par la victoire de Bredis, un combat qui a été pas à la hauteur. Pas à la hauteur. Vraiment, c'était un peu. Je m'attendais à mieux. Voilà. Donc, je crois que c'était pour les deux ceintures. Ensuite, on a Junior Macabo qui a la ceinture des WBC. Je ne sais pas si tu connais, c'était lui qui avait perdu contre. J'ai oublié le nom de l'anglais. Bellou, contre Tony Bellou. Ah oui, il avait perdu contre Bellou. Voilà. Ouais. Il a regagné sa ceinture. Ceinture qu'ils ont. C'était une défense. C'était une défense de titre. Ça fait un moment qu'il est champion. Ouais, mais il avait perdu sa ceinture. Bah, contre Bellou. Et il l'a regagné. En fait. Oui, mais là, je crois que c'était une défense de titre. Hein. Voilà, c'est vrai. Mais c'était une défense de titre, exactement. Ouais, parce qu'il est redevenu champion, je crois, chez lui, en plus, en Afrique du Sud. Ou peut-être pas en Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Ouais, voilà, à Kinshasa. Il est de la République du Congo. Voilà. Il est redevenu champion en Afrique, parce que c'est même assez exceptionnel qu'il fasse un championnat du monde en Afrique. Et là, c'était une défense de titre. Mais j'ai pas vu les combats. Je te dis ça comme ça parce que j'ai suivi les infos. Il a arrêté son adversaire au bout de la septième reprise. On espère bien sûr des indications. On a Goulamirian, notre Français, qui malheureusement avait un combat en décembre. C'est ça. Hein. C'était un combat en décembre qui a été annulé. Je ne sais pas, est-ce que c'était la crise du Covid? Est-ce que tu as des infos là-dessus? Non, ce qui s'est passé, c'est que lui. Alors attends, lui s'est blessé. Oui, il s'est fêlé une côte en sparring. Oui, d'accord. Et il y a aussi Toutain qui était blessé ou en tout cas pas en condition pour boxer. Et du coup, ils ont annulé la soirée parce que en fait, les télés ne diffusent que s'il y a un titre à vendre, tu vois. Et comme il n'y avait plus de titre, il n'y avait plus le titre de Goulamirian, et ben, ils ont refusé. C'était chez toi, à Marseille, hein, je crois. Hein. Lui, il combat souvent à Marseille. Non, c'était pas au Canet. Ah, peut-être. C'était au Canet, je crois. C'était au Canet. Il devait y avoir Michel Soro, il devait y avoir Dylan Chara. Donc du coup, ben, tous, ils sont restés à la maison, quoi. C'est triste, hein. Franchement, moi, ça me fout les boules. Ouais, c'est dommage pour lui. On passe au Milo. Eux aussi, ils n'ont pas eu une grande activité et je crois qu'il n'y a eu aucun championnat du monde pendant toute cette année. Ouais, bon, on attend Bivol. Ouais. Bivol, il a un combat prévu, Bivol? Non, c'est pas encore prévu. Ouais, voilà. Il y a Kovalev qui passe à la fin du mois. Kovalev, en fin du mois, qui va combattre. Je crois qu'il va c'est un combat de rentrée parce que vu qu'il a perdu sa ceinture contre notre ami Canelo. Voilà. C'est pas vraiment un combat de rentrée parce que c'est contre un jeune qui promet. Hein. Je crois que c'est un jeune olympien en plus. Donc c'est un combat très risqué pour lui. Hein. Ah ouais, Et d'ailleurs, moi, je pense qu'il devrait s'arrêter de boxer, Kovalev. C'est bon maintenant, c'est bon. Ouais, mais tu sais. Il y a un moment donné pour s'arrêter. Ouais. En plus, il s'est pris un procès là, de 2 zones. Là. Il s'est pris un procès, je ne sais pas si vous avez suivi. Ah, si. Il est embarqué dans des procédures extra sportives un peu bizarres, notre ami Kovalev. Hein. Ah bon, ouais. En fait, la dernière, c'est un truc tout bête. Il a mis en live Instagram le combat de Canelo, je crois. Canelo Smith.
Et du coup, ils lui mettent un procès au cul de zone. Ah ouais? Ouais, un truc tout bête comme ça. Bon, je sais pas. Euh, Bon, en tout cas, dans cette catégorie, tu as Arthur Beterbiev aussi qu'on attend. Le gros frappeur. Moi, pour moi, c'est un des meilleurs boxeurs à l'heure actuelle, Arthur Beterbiev. C'est un mec vraiment à retenir. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément bien la boxe ou ceux qui connaissent bien la boxe, à regarder, à re-regarder. Il est d'une efficacité redoutable. Et, C'est amélioré en plus. Hein. C'est amélioré. Ouais. Il a amélioré. Et d'ailleurs, je pense que c'est la limite à ne pas dépasser pour notre ami Canelo. Ah non, il vaut mieux pas qu'il aille avec lui. Hein. Moi, Canelo, si tu nous entends, écoute les conseils de coach Max. Hein. Non, avec tout le respect que j'ai pour Canelo, et c'est une légende Canelo, mais je pense qu'il y a une limite à ne pas dépasser. À un moment donné, quand tu sautes les catégories comme ça, et à un moment donné, tu tombes sur un mec qui est vraiment de cette catégorie-là depuis longtemps, et il a des enclumes dans les mains. Après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il ne va pas attendre quelques années que Beterbiev soit un peu sur la pente descendante pour le prendre? Oui, c'est possible. Ouais. C'est possible. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait avec Kovalev. Hein. Et c'est ce qu'il a fait avec Golovkin. Et avec Golovkin. Non, c'est plutôt avec Golovkin qu'avec Kovalev. Avec les deux. Non, parce qu'il n'était pas dans la catégorie de Kovalev. Oui, là, c'était une opportunité. Ouais. C'est vrai. C'est pas comme contre Golovkin où là on a senti qu'il avait attendu. Là c'était une opportunité Kovalev et il se présentait à lui. Tu vois, il l'a pas attendu. Tu vois que Kovalev soit vieux comme il a attendu pour moi je suis pas d'accord. Quand il a pris Kovalev, il l'a pris juste un mois après son combat contre Yard. Oui, je ne sais pas si vous vous souvenez du combat que Kovalev a fait contre Yard. Oui, c'était une guerre. C'était la guerre. Hein. Et ça a été très très chaud pour Kovalev. Après, c'est Kovalev. Et il y a eu un truc de catch weight aussi. Donc ça veut dire que Kovalev, il était diminué de son combat. Il a dû faire. Il n'y a pas de catch weight. En tout cas, Kovalev, il était diminué. Et à chaque fois, la machine Canelo, entre guillemets, tout le boxing business qu'il peut y avoir derrière, ça arrange pour quand même faire des matchmaking qui sont dans son intérêt. Comme tous, comme tous les grands, malheureusement. Et ça lui permettait de récupérer un titre dans une nouvelle catégorie. Mais vous avez tous les deux raison dans vos arguments. Tous les deux, ils sont justes. Hein. Et on finit dans la catégorie par notre Français. Alors, tu as quelqu'un Je voulais juste dire un petit mot sur Arthur Beterbiev, si tu me permets. Cette année, il aurait dû boxer contre un Chinois, faire une défense de ses titres, parce qu'il a 2 titres. Il a WBC et IBF, je crois. Ah oui. Ouais. Et il devait boxer contre un Chinois et il a refusé parce que comme il se passe la situation en Chine avec les Ouïghours, et que comme lui il est musulman, et ben pour les défendre, il a refusé d'aller. Donc comme on a cité un peu Mohamed Ali avant, je trouve que dans sa démarche, il y a un côté aussi comme ça à la Mohamed Ali de se servir de son statut de boxeur pour défendre une cause. Et je trouvais que c'était à noter quand même. Ouais, c'est très juste. D'accord. Ok. Un petit mot sur notre Français Mathieu Boderlich. Il a boxé là en fin d'année. Ouais. Il y a pas longtemps, très très sympa. J'ai rencontré le jour sur un plateau très très sympa, très humble. Ouais. Un très bon gars. Un très bon gars. Ouais. Bah, pourquoi pas une chance mondiale pour lui contre qui vous le verriez un jour boxer? Comment? Bah, contre qui vous aimeriez le voir, Boderlich, des championnats du monde, là, des champions du monde? Bah, on sait qu'il s'entraîne avec Beterbiev. Ouais. Je voudrais bien l'interroger justement sur ça. Il s'entraîne avec Beterbiev, ah ouais? Ah? Je savais pas qu'il s'entraînait avec Beterbiev. Je sais qu'il y a Christian Mbili qui côtoie Beterbiev. Pour s'entraîner avec lui. Il va au Canada. Boderlich aussi? Ouais. Je pense qu'il y est même allé cette année. Hein. D'accord. Moi, je trouvais bien comme tous de la team solide, on va revenir là-dessus, que cette année, ça soit une année qui passe un palier. Là, les adversaires sont entre guillemets à leur portée. J'aimerais bien que cette année, ils essayent d'aller de passer un niveau, en fait. Pas pour faire un titre mondial cette année, mais en tout cas, se placer dans un quart ou en demi-finale. Ah, pourquoi pas un titre mondial? Pourquoi pas? Ça va faire 5 ans qu'ils ont fait les JO.
au moment, il faut y aller. Hein. Ah ouais? Ouais, Bah, pourquoi ouais. pas. Mais est-ce Bah, qu'il oui, sera. mais il faut au moins 3 combats avant de. Ça peut pas être le prochain combat, quoi. Bah, Ouais, en puis tout si cas, tu fais 3 combats contre des centièmes mondiaux, t'en feras longtemps, ces 3 combats. Hein. ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça aussi. Et si tu veux être champion du monde un jour, il faut y aller quand tu es au top de ta forme. Hein. Moi, je pense que cette année, ils doivent passer un cap. Tous, tous de la team solide doivent passer un cap. Déjà, il faut boxer, parce que ça manque. On va pas passer un cap, on va passer une catégorie. Vas-y, allez. Le RQB Talk Show, c'est ce qu'il te faut, le rendez-vous des amateurs et des pros. J'espère sincèrement que tu as apprécié le contenu et les débats de notre émission. Pour nous le faire savoir, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter, à t'abonner à notre chaîne pour nous donner rien que de la force.